Un responsable syndical est abattu à son domicile, peu de temps après un mouvement de grève des membres de son organisation. Dans le voisinage, personne n'a entendu le moindre coup de feu. Seule, une analyse acoustique des tirs et l'identification de microparticules prélevées sur une chemise de nuit permettront d'élucider le mystère. Une jeune femme porte plainte contre le conducteur de la navette de l'aéroport qui la ramène chez elle. Quelques jours plus tard, une confrontation violente se termine par la mort de la passagère et du conducteur. La police pense d'abord que l'incident est lié à une vengeance, mais les traces de sang, un vieux marteau et une note griffonnée révèlent tout autre chose au médecin légiste. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles. Si les futurs assassins suivaient cette émission, ils y réfléchiraient à deux fois avant de passer à l'acte. En effet, depuis une trentaine d'années, toute une batterie de nouvelles technologies est mise au service de la police scientifique. Autopsie, recherche d'empreintes digitales et d'ADN, analyse vocale, reconstitution faciale, microscope électronique, études balistiques et informatiques, identification des matériaux grâce au spectromètre de masse. Ces outils très sophistiqués permettent de voir l'invisible et de comprendre l'inimaginable. Joe Doyle, 39 ans, dirige l'antenne locale d'un syndicat d'employés des services publics américains. Par temps glacial, il était capable de se déshabiller et de donner sa chemise s'il voyait quelqu'un grelotter, même s'il ne connaissait pas la personne. Mais vu sa carrure, il n'avait pas peur non plus de dire en face ce qu'il pensait. C'était un type bien qui ne laissait pas indifférent. Soit on l'adorait, soit on le détestait. Joe et son épouse, Katie, sont mariés depuis près de 8 ans. Le 30 juillet 1998, le couple va boire un verre dans un club privé en sortant du travail. Tôt le lendemain matin, Katie appelle la police, affolée. Joe Doyle a été abattu à bout portant. Un meurtre aux allures de règlement de compte. Lorsqu'on retrouve un cadavre avec 4 balles en pleine tête, la première question qui vient à l'esprit, c'est de savoir si la victime avait des ennemis, parce qu'évidemment, un tel crime n'est pas l'œuvre d'un ami. Aucune trace d'effraction n'est relevée sur la porte d'entrée. Par terre, la pince à billets de Joe est retrouvée vide. D'après Katie, elle contenait plus de 1 000 €. Dans ce type d'affaires, le premier suspect est toujours le veuf ou la veuve de la victime. Les mains de Katie seront analysées afin d'y déceler d'éventuelles traces de poudre dont la présence signifierait qu'elle a tiré. Le test se révélera négatif. Katie déclare à la police qu'elle et son époux sont rentrés chez eux après être allés dans un bar aux alentours de 20h30, qu'ils ont dîné et sont allés se coucher. Vers minuit, Katie aurait quitté le lit conjugal pour finir la nuit dans une chambre contiguë. Joe ronflait extrêmement fort. Elle n'en pouvait plus. Elle est restée allongée à ses côtés pendant environ 1 heure en essayant de trouver le sommeil. Mais elle a fini par craquer. Alors elle est partie dans la chambre d'à côté. En allant réveiller son mari le lendemain matin, Katie le trouve mort sous les couvertures. Katie est formelle, elle n'a entendu aucun coup de feu et tous ses voisins, sans exception, feront la même déclaration. Ce que je trouve particulièrement bizarre dans cette affaire, c'est que personne n'a entendu les coups de feu. Personne. Nous n'avions aucun élément sérieux suggérant que quelqu'un avait entendu des tirs cette nuit-là. Il est possible que le tireur ait utilisé un silencieux, peut-être un silencieux de professionnel intégré à l'arme. En remarquant la quantité de poussière au domicile des Doyle, la police se demande si elle ne tient pas là un moyen efficace de remonter jusqu'au meurtrier et de le confondre. Lorsqu'un meurtre se produit au sein d'un couple, l'attention de la police se porte en priorité sur le conjoint de la victime.
En effet, des statistiques établissent qu'aux États-Unis, 56% des personnes interrogées disent connaître quelqu'un dans leur entourage qui a été impliqué dans une affaire de violence domestique. Pour autant, dans le cas qui nous intéresse, les membres de la famille et les amis de Joe Doyle s'accordent à penser que le couple était uni et qu'il faisait des projets d'avenir. La maison est en cours d'agrandissement et les projets ne manquent pas. Katie a affirmé à la police que Joe était l'homme de sa vie, qu'elle l'aimait plus que tout, qu'il filait le parfait amour, qu'ils avaient eu des relations sexuelles la nuit précédant le meurtre. Joe et Katie travaillaient dans le même hôpital et leurs collègues dresseront un portrait beaucoup moins idyllique de leur relation. Katie aurait eu une liaison avec un collègue. Se serait affichée avec lui. Aurait dit être folle de George, ne plus avoir envie de son mari qu'elle trouvait trop envahissant. George était soi-disant l'amour de sa vie. George Lois est gardien du parc de l'hôpital et la police découvre que les deux tourtereaux sont bien plus que de simples amants. Elle lui achetait des bijoux. Elle lui avait versé un acompte de 1 000 $ pour l'achat d'un véhicule. Elle lui payait des vêtements, elle faisait tout pour lui, vraiment. Katie reconnaît la liaison, mais d'après son avocat, cela ne fait pas d'elle la coupable. C'était une aventure qui durait, certes, mais qui ne justifiait pas un meurtre. Sur les lieux du crime, la police trouve un indice à l'intérieur de la table de nuit qui jouxte le lit. Une boîte à pistolet. Les traces de poussière semblent indiquer qu'elle a été déplacée récemment, mais on n'y relève aucune empreinte digitale. L'arme que Joe Doyle y rangeait d'ordinaire, un pistolet Makarov 9 mm, a disparu. Voici l'une des 4 balles récupérées dans le corps de la victime, déformée par l'impact. Lors d'un tir, la balle tourne sur elle-même lorsqu'elle traverse le canon. Des stries hélicoïdales sont creusées dans l'âme du canon. Une technique qu'on appelle le rayage en spirale. Ces rainures mettent le projectile en rotation autour de son axe longitudinal et lui procurent une stabilité aérodynamique en vol. Les stries creusées à l'intérieur du canon sont les rayures, et les espaces entre ces rayures, les pas de rayures. Chaque arme possède des caractéristiques balistiques uniques, propres à sa marque. Les enquêteurs veulent déterminer si cette balle provient d'un pistolet semblable à celui de Joe Doyle. À l'aide d'un microscope de comparaison, la police scientifique va comparer la balle prélevée sur la victime à un projectile tiré d'un pistolet Makarov. Sur le Makarov, on a 4 pas de rayures avec un rayage à droite. Ce n'est pas si courant de trouver des armes à feu qui présentent ces caractéristiques. Les résultats sont sans appel. Joe a bien été abattu avec un pistolet 9 mm du même modèle que celui qu'il possédait et qui a disparu. Puisque les balles tirées correspondaient parfaitement à ce modèle d'arme, ils tenaient la preuve balistique. Et ils sont partis là-dessus. Côté défense, nous avons établi qu'il y avait au moins 3000 autres pistolets de la même marque et du même modèle en circulation, rien que dans notre État, et environ 14 000 dans tout le pays. La police s'intéresse alors aux relations syndicales de Joe. Des membres du syndicat venaient d'organiser une grève, et la victime était impliquée dans certaines activités relatives à ce mouvement de grogne. Les grévistes mécontents sont des employés du service public. Joe est chargé d'une mission délicate, récupérer les véhicules dérobés par les grévistes et appartenant à l'État. Pendant une manifestation, il arrive que les choses dégénèrent, que les esprits s'échauffent. Peut-être y avait-il eu des affrontements entre certains des grévistes dont on saisissait la voiture. Joe était un peu perçu comme un tyran. Il devait confisquer les véhicules. C'était chaud, vous savez. Des échauffourées ont éclaté. Le scénario classique, en somme. Joe Doyle
a-t-il été victime d'une exécution perpétrée par la mafia dans le but de contrôler le syndicat qu'il dirigeait? La pratique est malheureusement courante aux États-Unis. La mainmise sur un syndicat est généralement obtenue par l'intimidation et la violence, et afin de détourner des bénéfices, de maîtriser dans certains cas la gestion des caisses de retraite, et de posséder un moyen de pression par l'organisation ou la répression des grèves. Les organisations mafieuses n'hésitent pas à employer les grands moyens. La figure la plus célèbre de cette collusion fut sans doute Jimmy Hoffa, le puissant président du syndicat des camionneurs. Il accrut son influence par le racket, le chantage, le meurtre, et fut l'une des principales cibles de Robert Kennedy, alors ministre de la Justice, avant d'être assassiné à son tour en 1975 dans des conditions jamais élucidées. Parallèlement, Katie confie aux enquêteurs que son mari était investi dans une organisation caritative qui fait venir des enfants d'Irlande du Nord aux États-Unis pour y passer les vacances d'été. On a affaire à un homme qui a voyagé à l'étranger, dans une région du monde particulièrement chaude, théâtre d'actes terroristes et de conflits. Quiconque est doté d'un peu de bon sens explorerait cette piste pour essayer d'y trouver un éventuel lien. Le fait qu'il ait été abattu dans son lit, très probablement pendant la nuit, dans son sommeil, et que personne n'ait manifestement entendu de coup de feu a conduit les gens à penser que le tireur avait peut-être utilisé un silencieux et qu'il s'agissait d'une exécution sommaire. Exécution qui aurait été la conséquence directe de ses liens avec l'IRA. Soucieuse de ne négliger aucune piste, la police va enquêter sur ses activités syndicales au cours des dernières années et se pencher sur son implication dans une organisation caritative en Irlande du Nord. Mais elle ne trouvera personne qui en veuille à Doyle au point de vouloir le supprimer. Elle se tournera alors vers sa femme, Katie, et son amant, George Lewis. En enquêtant sur son passé, on découvre que Katie a des antécédents de toxicomanie qui lui ont valu des démêlés financiers. Joe était intransigeant avec elle. Katie avait souffert de toxicomanie quelques années auparavant. Joe en a été témoin. Il ne lui faisait plus confiance. Il ne lui faisait pas confiance avec l'argent. La vie conjugale est faite de hauts et de bas. Comme tout le monde, le couple traversait des périodes de crise. Alors on va passer la vie de l'épouse au crible et tout décortiquer, en essayant de dénicher tous les ragots possibles et imaginables. Son amant, George Lewis, a un alibi pour la nuit du meurtre de Joe Doyle. George était ce qu'on appelle un coureur de jupons. Apparemment, Katie n'était pas sa seule conquête. Et ce soir-là, il était accompagné de l'une de ses prétendantes. Il était couvert par deux alibis. Le premier, qui le met hors de cause pour le début de soirée, est pourvu par l'autre femme avec laquelle il avait une liaison. Le second lui est fourni par sa femme avec qui il a passé le reste de la nuit. Katie Doyle, elle, déclare avoir eu des relations sexuelles avec son époux cette nuit-là et être partie se coucher dans une chambre contiguë à cause des ronflements de Joe. La porte est alors fermée, la climatisation en marche, et elle prétend n'avoir jamais entendu les tirs. La tête de son lit reposait contre le mur. Or, le mur en question est celui qui sépare sa chambre de celle où dort la victime. Ils sont donc extrêmement proches l'un de l'autre. Il s'agit de quelques mètres seulement. 4,50 m exactement, séparés par une cloison d'une douzaine de centimètres et une penderie. Les enquêteurs font appel au docteur Harry Olin, expert en analyse acoustique, afin de vérifier les déclarations de Katie. Sur un stand de tir, Olin décharge un pistolet Makarov 9 mm et enregistre l'intensité sonore des tirs. Lorsqu'on tire une balle, on fait exploser la charge de poudre d'une cartouche dans un canon. L'explosion est fulgurante. La balle sortant du canon très rapidement, le signal acoustique qui émane du canon lorsque la balle en sort est lui aussi très bref. L'intensité sonore générée par le Makarov se situe entre 118 et 120 décibels. On pourrait comparer ça au bruit d'une moto.
d'un gros bus qui passerait tout près, d'une tondeuse électrique ou d'une tronçonneuse, des choses comme ça. Mais le bruit produit par une arme à feu est de courte durée. Katie l'aurait-elle entendu? Pour le savoir, Olin va en faire l'expérience chez lui, dans 2 chambres contiguës. Il va placer l'enregistrement qu'il a réalisé du pistolet Makarov dans une chambre et un sonomètre dans l'autre. Avec un coup de feu de 118 décibels, 60% de l'intensité acoustique, soit 70 décibels, atteignent l'autre chambre. Un tel bruit pendant votre sommeil vous réveille forcément. Les médecins légistes relèvent une autre incohérence dans le récit de Katie. Katie a déclaré avoir quitté la chambre conjugale aux alentours de minuit et avoir trouvé son époux sans vie à 6 heures du matin. Mais une autopsie met en évidence des traces d'alcool dans l'estomac de Joe. Or, s'il avait été tué après minuit, il aurait entièrement éliminé l'alcool consommé au bar. Le médecin légiste situe l'heure du décès plutôt vers 22 heures. Ceci expliquerait pourquoi les voisins n'ont pas entendu les coups de feu. Le bruit ambiant des télévisions, des postes de radio et des chaînes stéréo à cette heure de la soirée aurait très bien pu les étouffer. Les enquêteurs veulent également analyser la chemise de nuit de Katie, retrouvée par terre à côté du corps de la victime. Lors de la mise à feu, l'amorce enflamme la poudre contenue dans la munition, ce qui provoque une petite explosion qui à son tour propulse la balle. Les gaz produits par la poudre en combustion entraînent la formation d'un petit nuage d'1 mètre à 1,50 m de diamètre, dont les particules reviennent généralement se déposer sur le tireur. Les résidus de poudre et d'amorce sortent de l'arme par tous ses orifices, à l'état de gaz d'échappement ou de vapeur. Ils se solidifient ensuite en fines particules qui vont se déposer sur les mains, sur les vêtements ou à proximité immédiate de la zone d'impact. À l'aide d'un petit disque d'aluminium recouvert d'un adhésif double face, le scientifique Skip Schwabel prélève des échantillons à la surface de la chemise de nuit. Il retire ensuite le tamponnoir de son support en plastique et le place à l'intérieur d'un microscope électronique à balayage. Les particules sont grossies et analysées afin d'en déterminer la composition chimique. La chemise de nuit de Katie en compte des milliers. On les voit ici grossies 4000 fois. Ces particules sont constituées de plomb, d'antimoine et de barium, les composants chimiques de la poudre. On n'en trouve pas à l'état naturel dans l'environnement. L'amalgame de ces 3 particules est caractéristique du résidu de tir. Schwabel détecte également des traces de poudre sur la literie tout autour du corps. On va évidemment retrouver des résidus de tir sur le lit et tout ce qui se trouve dessus. Katie a déclaré qu'elle avait retiré sa chemise de nuit et qu'elle l'avait jetée sur le lit avant de quitter son mari pour aller se recoucher dans l'autre chambre. Elle ne se souvient pas de l'endroit précis où elle l'a jetée sur le lit. Il faisait nuit. Tout porte à croire que Katie Doyle a tué son mari. Ayant un amant auquel elle est attachée, elle possède un mobile. Elle a menti à la police en affirmant qu'elle et son mari s'étaient couchés peu après minuit, alors que le médecin légiste a établi l'heure du décès à 22 heures. Enfin, comment expliquer que des traces de résidus de poudre aient été retrouvées sur sa chemise de nuit si, comme elle le prétend, elle dormait dans une autre pièce? Pour autant, ces indices ne constituent pas encore des preuves médico-légales permettant à un procureur d'étayer son accusation devant un tribunal. Et sans preuve médico-légale, les procureurs ont de quoi avoir des soupçons, mais ne peuvent rien prouver. La police est convaincue que Katie Doyle a menti en prétendant que son mari était en vie lorsqu'elle a quitté la chambre aux alentours de minuit. D'après l'analyse du contenu gastrique de la victime, le meurtre remonterait plutôt aux alentours de 22 heures. Le relevé des appels reçus au domicile des Doyle révèle qu'un correspondant a cherché à joindre Joe peu après 22 heures. Les propos tenus alors par Katie sont éloquents. Elle a expliqué que Joe ne pouvait pas répondre parce qu'il avait un peu bu. Autrement dit, il était trop ivre pour se déplacer jusqu'au téléphone.
Si l'on ne détecte aucun résidu de tir sur les mains de Katie, l'analyse de sa chemise de nuit retrouvée sur le sol, de même que celle des couvertures du lit, se révèle en revanche positive. Skip Schwabel décide donc d'analyser la chemise de nuit afin d'étudier les concentrations et l'emplacement exact des résidus. Il y a 20 ans, lorsqu'on ne disposait pas encore de système d'analyse automatique, comme le microscope électronique à balayage, l'examen manuel d'un échantillon pouvait prendre 12 à 13 heures. Aujourd'hui, on est capable d'étudier des milliers de particules en très peu de temps. Les tests mettront en évidence de fortes quantités de résidus dans les régions droite et gauche du thorax, à l'endroit où l'on positionne habituellement une arme. La police tient là une pièce à conviction capitale. C'est cette chemise de nuit qui m'a permis de procéder à l'arrestation de l'épouse de la victime pour le meurtre de son mari. Les procureurs croient connaître le mobile du meurtre. Elle était dingue de ce type. Elle n'était plus intéressée par Joe, le cas classique de l'épouse qui veut s'affranchir des liens du mariage. Les preuves médico-légales montreront que Joe Doyle était couché avant 22 heures. Les procureurs pensent que Katie est entrée dans la chambre à coucher, s'est emparée du pistolet 9 mm de son époux et lui a tiré 4 balles dans la tête, à bout portant. Des résidus de combustion invisibles ont été projetés dans sa direction et se sont déposés sur sa chemise de nuit. Katie a enlevé sa chemise de nuit et l'a jetée par terre pour faire croire à la police qu'elle et son époux avaient dormi ensemble. Mais ce qu'elle a surtout prouvé en faisant cela, c'est qu'elle portait bien cette chemise de nuit au moment d'abattre son mari. Katie dispose alors de 7 ou 8 heures pour se débarrasser de l'arme du crime. Le lendemain matin, les voisins affirment que la voiture de Katie n'est pas garée au même endroit que la veille au soir. D'après les relevés téléphoniques, Katie a appelé son amant 3 fois la nuit du meurtre. Les procureurs pensent qu'il n'est pas impliqué. Même si elle avouait avoir contacté George cette nuit-là, nous n'avons pas la preuve de sa complicité. Katie Doyle sera accusée de meurtre au premier degré et condamnée à perpétuité. Son avocat maintient que sa cliente est innocente, mais il n'a aucune idée de l'identité du meurtrier de Joe Doyle. Pourquoi s'acharne-t-on sur Katie? Parce que c'est la femme de la victime. Parce que la police ne veut pas sortir de l'enceinte familiale. Parce que c'est sa façon d'enquêter et que jusqu'à ce jour, elle n'a jamais cherché plus loin. Les enquêteurs affirment que les examens scientifiques ne laissent aucun doute quant à l'identité du tueur. Il est beaucoup plus difficile d'échapper à la justice aujourd'hui qu'il y a quelques années. Nous disposons maintenant de systèmes de mesure et de techniques de préparation bien plus élaborées. Nous sommes capables d'extraire des particules sur des vêtements, sur les mains d'un suspect, et cela ne vaut pas uniquement pour les résidus de tir. Sans Skip Schwabel et son travail d'analyse des microparticules prélevées sur la chemise de nuit qu'elle portait la nuit où les faits ont été commis, nous n'aurions certainement jamais eu suffisamment d'informations pour procéder à une arrestation, et encore moins obtenir une condamnation. Je préfère me fier à la science qu'aux hommes. La science, surtout lorsqu'on arrive à faire converger différentes mesures scientifiques vers le même suspect, est toujours capitale dans une procédure d'inculpation. Dans le fond, l'affaire est banale, terriblement banale. Une femme se débarrasse d'un mari devenu encombrant dans l'espoir de refaire sa vie avec son amant. Bien sûr, me direz-vous, dans ce cas, le divorce offre une alternative moins radicale que de décharger un pistolet dans le crâne de son conjoint. C'est néanmoins la solution qu'a choisie Katie Doyle en laissant planer un doute sur une éventuelle exécution mafieuse. Malheureusement pour elle, les expertises de 4 spécialistes ont ruiné ses plans. Grâce à l'analyse balistique, il a été prouvé que le pistolet Makarov retrouvé à son domicile était celui utilisé pour tuer son mari. Le niveau sonore des coups de feu tirés dans la chambre conjugale
ne pouvait pas ne pas la réveiller puisqu'il correspondait à celui du passage d'un train roulant à 80 km/h. Le contenu de l'estomac de son mari prouvait que sa mort était survenue à une heure où les voisins regardaient la télévision et non après minuit. Le bruit des détonations pouvait donc facilement se confondre avec celle de séries policières. Enfin, la meurtrière ignorait sans doute que les microparticules de poudre qui s'étaient déposées sur sa chemise de nuit seraient décelables à l'aide d'un microscope électronique à balayage. Comme je le disais en préambule de cette émission, pour le plus grand bien de la justice, les techniques médico-légales offrent aujourd'hui peu de possibilités aux criminels d'échapper à la vigilance des enquêteurs. Dans l'affaire que je vous propose de suivre maintenant, nous verrons comment une situation peut basculer, comment les rôles endossés par les héros et les criminels peuvent parfois s'interchanger au fur et à mesure de la progression de l'enquête. Et le temps écoulé entre un meurtre et sa résolution ne fait strictement rien à l'affaire. En août 1995, Donna Winger, 32 ans, et sa petite fille Bailey atterrissent à l'aéroport de Saint-Louis après avoir passé une semaine en Floride chez les parents de la jeune femme. Roger Harrington, le conducteur de la navette qui les ramène chez elle, conduit de façon imprudente et dépasse les limitations de vitesse. Et il raconte qu'il entend des voix qui l'exhortent à tuer des gens. De retour chez elle, Donna couche par écrit les détails de l'incident. J'avais l'impression que ma vie, ainsi que celle de ma fille, était entre les mains d'un cinglé. Lorsqu'elle et son mari signalent l'incident à la Société des navettes, Roger Harrington est suspendu. Les Winger espéraient en avoir terminé avec Roger Harrington, mais ils avaient tort. Police de Springfield, quel est votre problème? Emergency. I just shot this man in my house. He's inside your house right now? He beat my wife. Where's the man at? He's laying on the floor. My baby's crying. My baby's crying. I gotta go. I'll call you right back. Lorsque les policiers arrivent, ils découvrent Donna Winger gisant face contre terre sur le sol de la salle à manger. Roger Harrington est étendu sur le dos quelques mètres plus loin. Les ambulanciers les amènent de toute urgence à l'hôpital où leur mort est prononcée à leur arrivée. Nous avons tous perdu quelque chose de précieux. Nous avons perdu une mère, une fille, une sœur, une amie. C'est une perte pour tout le monde. Mark Winger déclare à la police qu'il était au sous-sol lorsqu'il a entendu un grand vacarme à l'étage. Il a alors pris son arme et couru dans le couloir. Il a vu Harrington qui frappait sa femme avec un marteau et l'a abattu. Mark a lancé « C'est l'homme qui suivait ma femme. C'est l'homme qui harcelait ma famille. » Nous avons demandé à Mark pourquoi Roger était venu chez lui ce jour-là. Il a répondu qu'il n'en savait rien. La police retrouve la voiture de Harrington garée devant la maison des Winger. Le récit que Donna avait fait de l'incident de la navette avec Harrington était sur la porte du réfrigérateur. C'était la seule preuve à travers laquelle Donna nous parlait. Elle n'était plus en vie, on ne pouvait plus lui demander ce qui s'était passé, mais elle avait noté comment s'était déroulé le voyage dans la navette de la société de transport Bart de Saint-Louis, et cela corroborait les déclarations de Mark. Selon le témoignage de Donna Winger, Roger Harrington, le chauffeur de la navette de l'aérogare, aurait été atteint durant le trajet d'une crise de démence passagère qui aurait mis en péril sa vie et celle de sa petite fille. Car tandis qu'il roulait à plus de 130 km/h sur l'autoroute, il proférait des propos incohérents faisant allusion à sa sexualité et à sa toxicomanie. En enquêtant sur son passé, la police découvre par ailleurs que le jeune homme souffrait de troubles psychiatriques qui auraient motivé son hospitalisation à 2 reprises. Il aurait été aussi inculpé dans le passé pour violence conjugale. Comme de nombreux Américains, il souffrait d'une maladie mentale pour laquelle il était suivi. Le marteau utilisé par Harrington pour frapper Donna Winger
était à l'origine sur la table de la salle à manger. Donna voulait accrocher un cadre dans la maison pour rappeler à Mark qu'il devait l'accrocher. Elle avait placé le cadre et le marteau sur la table, de façon à ce qu'il s'en rappelle en les voyant. Sur la table étaient également posés le gobelet de café et le paquet de cigarettes de Harrington. La police suppose que ce dernier voulait se venger après la plainte des Winger. Il a tout de suite été établi que l'hypothèse la plus probable était qu'un individu souffrant de troubles mentaux avait agressé et puis tué Donna. Une fois l'enquête terminée, Mark Winger est considéré comme un héros pour avoir tenté de sauver sa femme. Non seulement il avait perdu son épouse adorée, mais il avait également dû abattre un homme en essayant de la protéger. Le journal publie une lettre écrite par Mark pour remercier la communauté de son soutien. Mais la famille de Roger Harrington refuse d'y croire. Je n'ai jamais, absolument jamais vu Roger faire preuve de violence envers quelqu'un. À l'hôpital pour enfants Joe DiMaggio d'Hollywood, en Floride, la famille de Donna Winger crée une salle de jeu à sa mémoire. We are making goodness from evil tonight. Mark Winger, thankfully, has straightened his life around, but only after many, many months of difficult adversities and tribulations. De retour à Springfield, dans l'Illinois, Mark Winger épouse la nourrice de sa fille, Rebecca Simic, et ensemble, ils ont 3 autres enfants. Bien que 4 années se soient écoulées, la meilleure amie de Donna Winger, Diane Schultz, ne s'est toujours pas remise. Elle souffre d'une dépression si grave qu'elle doit être hospitalisée. Elle subit une thérapie par électrochoc pour essayer d'améliorer son état. C'est certainement la mesure la plus extrême que l'on peut prendre pour essayer d'aller mieux. Elle prenait de très nombreux médicaments et son état ne s'améliorait pas. Un jour, elle a dit à son médecin, « Voilà ce que je sais. C'est ça qui me ronge. C'est ce que je sais. » Et son médecin lui a répondu qu'il fallait qu'elle en parle à quelqu'un. Son témoignage est accablant. Diane nous a avoué qu'elle avait eu une liaison avec Mark Winger, avant et après les meurtres. Diane leur dit que sa dépression est due à ses soupçons concernant la mort de Donna. Le mobile était qu'il voulait se séparer de Donna. Et Diane pensait, parce que des bagues avaient été achetées, qu'à un moment ou à un autre, ils se marieraient. Mais après la mort de Donna, Mark n'épouse pas Diane comme elle l'espérait. Au lieu de cela, il épouse la nourrice de sa fille. Bien évidemment, Mark dit qu'elle a tout imaginé, qu'elle a tout fabriqué de toutes pièces. C'est un mensonge. Un moyen de se venger parce qu'ils ne sont plus ensemble. C'est elle la maîtresse et conduite. Des reçus d'hôtel et des relevés téléphoniques viennent confirmer les déclarations de Diane concernant la liaison. Et les policiers sont devant une autre contradiction. Mark Winger a déclaré aux policiers qu'il avait tiré 2 balles sur Roger Harrington. Mais une voisine a signalé qu'il y avait eu une pause d'environ 5 minutes entre les 2 coups de feu. L'enregistrement de l'appel d'urgence de Mark Winger à la police confirme ces dires. Sur la bande de la police, il dit « Il est étendu par terre avec 1 balle dans la tête ». Si on écoute attentivement, il dit bien « 1 balle ». En bruit de fond, on entend un homme gémir. Serait-il possible qu'alors que Mark Winger est au téléphone, il se rende compte qu'Harrington est toujours vivant, raccroche et tire une 2e fois sur le jeune homme? L'inspecteur Doug Williamson doute depuis le début de la version des faits de Mark Winger. Mais à ce moment-là, ses supérieurs ne sont pas de cet avis et l'affaire est classée. Le jour même du meurtre, et pendant les semaines, voire les mois qui ont suivi, la plupart des policiers qui étaient sur les lieux pensaient que les déclarations de Mark étaient vraies. Pour les experts médico-légaux, une scène de crime peut se lire comme un livre.
De quelle manière le ou les cadavres sont-ils disposés dans la pièce? Les corps ont-ils été déplacés ou retournés? Quelles sont les formes des taches de sang et des éclaboussures? Si le crime a été commis avec une arme à feu, à quel endroit les douilles sont-elles retombées sur le sol? Y a-t-il des traces de pas? Dans quelle direction se dirigeait-il? À l'ensemble de ces observations s'ajouteront plus tard les études balistiques, l'autopsie des cadavres, les analyses sanguines et toxicologiques. À partir de cette masse d'observations, les enquêteurs tenteront de reconstituer le déroulement du ou des homicides. Pour l'heure, un premier détail intrigue l'inspecteur en charge de l'enquête. Un autre élément qui perturbe Williamson est le fait que les ambulanciers aient trouvé Donna Winger étendue sur le ventre. Si Mark a pris sa femme dans ses bras comme il l'affirme, pourquoi l'avoir étendue face contre terre? Dans le dossier sur cette affaire se trouvent 3 photographies de la scène du crime prises avant que les victimes ne soient emmenées à l'hôpital. La position des corps ne correspond pas à la description de Mark. Lorsqu'on regarde les photos, la tête de Roger est orientée dans la même direction que celle de Donna. Il est donc impossible qu'il soit tombé en arrière, comme Mark l'a déclaré à plusieurs reprises pendant les interrogatoires. Les photos de la scène du meurtre ne sont pas comparées aux déclarations faites par Winger à la police. Je pensais qu'il allait lire mon rapport, et que les photos étant classées comme preuve, il découvrirait ça le soir même ou le lendemain. Mais ce n'est pas le cas. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est le procès pour plusieurs millions de dollars que Mark Winger intente à la société de transport qui employait Roger Harrington. 4 ans après les meurtres, la police de Springfield dans l'Illinois examine de plus près ce qui s'est réellement passé ce jour-là entre Mark Winger, Roger Harrington et Donna Winger. Mark Winger a déclaré à la police qu'il avait couru dans le couloir et qu'il avait vu Roger Harrington face à lui, agenouillé et frappant sa femme avec un marteau. Winger a affirmé avoir tiré 2 fois sur Harrington à la tête. Mais les preuves matérielles contredisent ces affirmations. Des examens balistiques sur l'arme de Winger montrent que les cartouches sont éjectées vers l'arrière, à droite. Mark Winger nous a dit avoir tiré la première balle alors qu'il se tenait dans le couloir. La douille ne pouvait donc pas retomber à l'endroit où nous l'avons retrouvée, dans la salle à manger. Et il existe des preuves montrant que le corps de Roger Harrington a été déplacé avant le second coup de feu. Sur le sol, il y a 2 flaques distinctes du sang de Roger Harrington. La plus petite flaque est située à l'endroit où il a reçu la première balle. Ensuite, il a été retourné et a reçu une 2e balle. C'est là qu'il est resté le plus longtemps, dans cette flaque de sang plus grande. Qu'y a-t-il dans celle-ci? Une balle. Une balle de semi-automatique calibre 45. Ceci correspondrait aux déclarations de la voisine, qui a entendu un coup de feu, puis une longue pause avant un autre coup de feu. La police fait appel à Tom Bevel, un expert en analyse médico-légale des traces de sang de renommée mondiale, pour examiner les éclaboussures. Dans l'affaire Winger, nous avons examiné les preuves matérielles et nous les avons comparées aux déclarations de Mark Winger. D'abord, si Roger Harrington avait frappé Donna Winger, on aurait trouvé des traces du sang de la jeune femme sur son t-shirt. Mais le seul sang retrouvé sur le t-shirt d'Harrington est le sien. Ensuite, l'affirmation de Winger, selon laquelle Harrington serait tombé en arrière après avoir été abattu, non seulement ne coïncide pas avec les photos de la scène du crime, mais est même physiquement impossible. Il aurait fallu qu'il fasse un salto arrière, qu'il l'évite, ou qu'il fasse littéralement un numéro de cirque pour que son corps retombe dans la position que Mark avait décrite, orienté dans la même direction que celui de Donna. Nous sommes dans la réalité, pas au cinéma. Lorsque des gens sont abattus au cinéma, dans les films très violents, ils sont projetés en arrière. Leur corps tout entier est propulsé dans les airs.
Enfin, les éclaboussures de sang prouvent que la personne qui a frappé Donna Winger l'a fait d'un endroit tout à fait différent de celui décrit par Mark. Lorsqu'une personne est frappée avec un objet, il y a des projections de sang. Du sang est projeté dans la direction où le coup est porté. S'il y a un objet assez proche, celui-ci sera éclaboussé. Un mur, par exemple. Si le coup est très violent, il peut éclabousser le plafond. Les projections du sang de Donna sur les murs et le plafond montrent qu'elle a traversé le couloir en direction de la salle à manger, s'est arrêtée et s'est retournée vers la porte d'entrée comme si elle voulait s'enfuir. Elle a été frappée par derrière. Une projection allongée du sang de Donna, identifiée comme la tache numéro 7, a été retrouvée sur la manche droite de Mark Winger. Bevel affirme que cela prouve que pendant l'agression, Mark Winger se tenait plus près de Donna qu'il ne l'a déclaré. Ce qui rend plus cohérent le fait que ce soit lui qui ait porté les coups et non Harrington. L'analyse des traces de sang utilise le dessin des éclaboussures pour reconstituer l'acte qui les a provoquées. Par exemple, quand une goutte de sang frappe une surface, la forme de la marque indique la direction dont elle provenait et la force à laquelle elle a été projetée. Par exemple, le sang qui goutte d'une faible hauteur forme des gouttes larges et circulaires sur le sol, alors que le sang violemment projeté produit des gouttes plus petites. Si elle frappe obliquement une surface, elle dessine une traînée pointant vers la source. Si le dessin que forment les taches de sang est clair sur les murs, le sol et le plafond, les enquêteurs peuvent analyser chaque marque pour déterminer où se trouvait l'agresseur et où était la victime quand les coups lui ont été portés. À ce stade de l'enquête, les policiers estiment que Mark Winger correspond davantage au profil du meurtrier que Roger Harrington, le chauffeur de la navette de l'aérogare. Un autre indice capital va conforter cette hypothèse. La police retrouve la preuve que Mark Winger avait invité Roger Harrington à passer chez lui ce jour-là. Les colocataires d'Harrington déclarent aux enquêteurs que Mark Winger a appelé le jeune homme chez lui, lui a donné son adresse et une heure de rendez-vous, 16h30. Une note est retrouvée dans la voiture de Harrington, corroborant leur témoignage. Elle indique l'adresse des Winger et l'heure, 16h30. La famille de Roger Harrington espère qu'un tribunal pourra innocenter leur fils et accuser l'homme qu'ils ont toujours cru responsable de la mort de Donna Winger. Je pense que Mark Winger est un individu froid, calculateur et arrogant. En 1995, les enquêteurs font de Mark Winger un héros pour avoir abattu un intrus qui, selon lui, s'en prenait à sa femme. 4 ans plus tard, les opinions ont radicalement changé. Et Mark Winger est accusé des meurtres de Roger Harrington et de sa propre femme, Donna. C'est tout à fait le genre d'intrigue qu'un écrivain aimerait inventer. Comme on le dit souvent, la réalité dépasse la fiction. Et cette affaire est digne des meilleures intrigues policières. Le mobile était en partie financier. Donna avait une assurance vie d'un montant supérieur à 150 000 € et Mark traînait également la société de navette en justice. Il a fait l'erreur d'être un peu trop gourmand. Il avait le crime parfait et il a tout gâché. Parce qu'il a voulu essayer d'obtenir encore plus d'argent. Et la maîtresse de Mark, Diane Schultz, déclare au procureur que Mark ne voulait plus de Donna comme épouse. L'étrange voyage de Donna dans la navette de Roger Harrington offre à Mark la machination parfaite dont il avait besoin pour commettre un meurtre. Si l'on en croit Diane, dès que Mark a appris ce qui s'était passé, il a su que c'était l'homme qu'il lui fallait. Alors il a mis les choses en marche pour le faire pénétrer dans la maison. Des preuves ont montré qu'après qu'Harrington a été suspendu, Mark l'a appelé, l'invitant à passer chez lui pour régler cette affaire à l'amiable. Harrington est venu à 16h30, l'heure qu'il avait inscrite sur sa note avec son gobelet de café et ses cigarettes.
Ce ne sont pas vraiment les armes d'un tueur psychotique. Les procureurs pensent que Mark Winger a amené Harrington jusqu'au réfrigérateur, peut-être pour lui montrer la lettre de Donna. Il a ensuite sorti son arme, ordonné à Harrington de se mettre à genoux et lui a tiré une balle dans la tête. La voisine a entendu le coup de feu. Et Donna aussi. Elle s'est retournée vers la porte d'entrée. Mark l'a frappé avec le marteau, provoquant les projections de sang dans un endroit qui ne correspond pas à ce qu'il a dit à la police. Puis il appelle la police. Mais durant cet appel, Winger se rend compte qu'Harrington est toujours en vie. Mais au lieu de se rendre dans la chambre de sa fille, Winger retourne Harrington et lui tire une deuxième balle dans la tête. La voisine entend ce coup de feu 5 minutes après le premier. Il l'a achevé, il l'a exécuté. Les 2 fois, il lui a tiré dans la tête. Mais la seconde fois, il s'est assuré que Roger Harrington ne survivrait pas. Quelques instants plus tard, l'opératrice rappelle. Les photos de la police prises sur les lieux montrent que les pieds de Roger Harrington étaient orientés dans la même direction que ceux de Donna, ce qui ne correspond pas à la version des faits de son mari. Une photo parle plus que des mots. Celle-ci nous disait que les mots de Mark n'étaient pas vrais. Il mentait. Bien que Mark continue de proclamer son innocence, il est jugé, reconnu coupable des 2 meurtres et condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les preuves médico-légales ont démontré que Roger Harrington n'était pas un meurtrier, mais une victime innocente prise au piège d'une machination diabolique visant au meurtre. Les analyses médico-légales sont déterminantes. Roger était l'assassin et Mark le héros. Et on a découvert que le nom d'Harrington avait été traîné dans la boue, sans justification. Roger n'était pas quelqu'un de violent. Ce n'était pas un maniaque à tendance meurtrière comme Mark l'a décrit. Comme de nombreux Américains, il souffrait d'une maladie mentale pour laquelle il était suivi. Ils l'ont innocenté. Mais comme ils l'ont dit eux-mêmes, il a été enterré en meurtrier. Comme je le dis très souvent, la beauté des preuves médico-légales, la beauté d'une empreinte digitale, la beauté de l'ADN, c'est qu'elles n'ont pas d'intérêt, de préjugés ou de mobiles. Elles sont ce qu'elles sont. Et la constance des preuves médico-légales dans cette affaire a permis de dénoncer les autres preuves. Elles ont permis de montrer aux juges, aux jurys, à notre communauté, ce qui s'était réellement passé. Et j'étais reconnaissant de les avoir. Oui, merci à vous, Tom Bevel. Et j'espère un jour pouvoir vous rencontrer. Accusé d'avoir commis un double homicide avec préméditation, Mark Winger a été arrêté, jugé et condamné à purger une peine d'emprisonnement à vie et incompressible. Son plan machiavélique consistait à profiter de la faiblesse mentale d'une tierce personne pour lui faire endosser la responsabilité de l'assassinat de son épouse. Son stratagème a fonctionné pendant 4 ans. Le temps pour lui d'épouser la babysitter de sa fille, de lui faire 3 enfants, de convoiter l'assurance vie souscrite par sa femme et de percevoir éventuellement des dommages et intérêts de la société de transport, responsable, selon lui, d'avoir mis la vie de sa femme en danger. Le cynisme de certains meurtriers ne connaît pas de limite. C'est sur cette note bien sûr peu réjouissante que se termine cette émission. Merci de nous rester fidèles. Rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles.